À 63 ans, Darnell Carter avait perfectionné l'art de se fondre dans le décor, devenant, à bien des égards, invisible. Ancien combattant noir retraité du service actif depuis longtemps, il consacrait ses journées à encadrer les adolescents en difficulté de sa communauté, à entretenir son jardin avec soin et à garder au plus profond de lui les souvenirs obsédants de la guerre. Il vivait tranquillement, préférant le réconfort de la routine et la douceur de son foyer. Mais tout cela vola en éclats lorsque des agents du gouvernement déferlèrent sur sa porte d'entrée, faisant irruption avec une violence qui culmina lorsqu'ils déchargèrent sa femme, Angela, sous ses yeux. À partir de ce moment, l'invisibilité ne fut plus une option pour Darnell. Avec calme et une détermination inébranlable, il prononça ces mots simples mais puissants, « J'ai le dossier Oméga ». Ces 5 mots transformèrent instantanément ce qui aurait pu être un raid violent et destructeur en une retraite rapide et chaotique. À cet instant, le modeste jardinier appuyé sur une canne se révéla bien plus redoutable, quelqu'un qui détenait de dangereuses vérités. La clé USB dissimulée sous son plancher grinçant n'était pas seulement une archive oubliée de crimes de guerre passés. C'était un exposé accablant sur un programme gouvernemental secret d'expérimentation sur des sujets humains ou une opération secrète si obscure qu'elle menaçait de renverser certains des piliers les plus intouchables de la puissance américaine. Mais avant de plonger plus en profondeur dans l'histoire de Darnell, je suis curieux, d'où venez-vous aujourd'hui? Si ces histoires vous parlent, n'oubliez pas de vous abonner, car l'épisode spécial de demain est à ne surtout pas manquer. La lumière matinale filtrait doucement à travers les stores de la chambre, projetant de chaudes rayures dorées sur le visage usé par le temps de Darnell Carter. À 63 ans, son corps s'était depuis longtemps adapté à son rythme naturel, se réveillant sans réveil. Il bougeait avec précaution, se levant du lit avec précaution, veillant à ne pas déranger Angela, paisiblement endormie à ses côtés. La douleur familière dans son genou ou une vieille blessure contractée lors de sa dernière mission militaire la lançait doucement, comme chaque matin. Mais au fil des ans, Darnell avait appris à la traiter comme une vieille amie, reconnaître sa présence, puis continuer. Ses pantoufles usées attendaient patiemment à son chevet, parfaitement alignées là où il les avait laissées la veille. Dans ce petit rituel d'ordre et de prévisibilité, Darnell avait trouvé la paix de sa bouée de sauvetage après son retour de la guerre, 20 ans plus tôt. Dans la cuisine, il remplit la cafetière et regarda la lumière du soleil se répandre lentement sur son jardin. Les plants de tomates de cette année prospéraient. Pendant que le café percolait, il se glissa par la porte de derrière, enfonçant ses doigts dans la terre fraîche et fertile. Ce jardin était l'idée d'Angela après sa 3e terreur nocturne ou une réponse au champ de bataille qui hantait ses rêves. Parle à la terre, lui avait-elle dit doucement. Elle écoute mieux que n'importe quel thérapeute. Et elle avait raison, comme toujours. Doucement, Darnell fredonnait un vers d'une chanson familière, « A Change Is Gonna Come », le classique émouvant de Sam Cooke surgissant d'un endroit profond de sa mémoire tandis que ses mains bougeaient avec une détermination constante, taillant les feuilles mortes et vérifiant l'humidité du sol. Voilà, lança la voix d'Angela depuis le porche, chaleureuse et taquine. Tu recommences sans moi. Darnell se retourna et vit sa femme, mariée depuis 38 ans, debout, enveloppée dans sa robe bleue délavée, les cheveux ébouriffés par le sommeil. À 61 ans, Angela Carter affichait la même dignité tranquille et la même force qui l'avait attirée vers elle lors d'un rassemblement de soutien aux vétérans en 1986. Ses yeux brillaient encore lorsqu'elle souriait, et à cet instant, elle était, comme toujours, son aurore personnelle. « Je dis juste bonjour aux tomates », répondit-il en s'essuyant les mains sur son pantalon. « Le café est prêt. » À l'intérieur, Angela suivait sa routine matinale avec une aisance éprouvée, sortant des œufs et des poivrons du réfrigérateur pendant que son téléphone diffusait le dernier épisode de Les Vétérans en avant, un podcast axé sur la réforme du SSPT. Darnell s'installa à la table de la cuisine, la regardant travailler. Le sénateur Thompson milite pour une couverture élargie des traumatismes non liés au combat, a déclaré Angela en désignant son téléphone d'un signe de tête. Il affirme que les anciennes définitions ne tiennent pas compte de ce que le personnel de soutien constate au fil du temps. Darnell acquiesça d'un grognement. Peu importe que tu tiennes une arme ou un bloc-notes. Ce que tu vois te reste gravé dans la mémoire. Leur petit déjeuner se déroula comme une danse bien rodée, confortable et familière après 38 ans de vie commune. Angela parla de ses projets pour son groupe de bien-être, Darnell hocha la tête pensivement, partageant de temps à autre une réflexion discrète. Ces petits moments ordinaires étaient leur point d'ancrage, se déroulant tranquillement mais avec sens, comme tant de matins auparavant. Après le petit déjeuner et la vaisselle, ils se sont dirigés vers le centre de loisirs local, à seulement 5 pâtés de maison. Leur quartier n'était certes pas riche, mais il débordait de cœur et d'esprit communautaire.
Les voisins saluaient de la main depuis leur porche, les enfants interrompaient leur jeu pour saluer M et Madame Carter. « Bonjour, Madame Carter. Ces brownies de la semaine dernière étaient excellents, cria Jasmine, 12 ans, depuis son jardin. Je suis contente que tu les aies appréciés, ma chérie, répondit Angela avec un sourire chaleureux. Au centre de loisirs, le couple s'est séparé sur un bref baiser. Angela s'est dirigée vers l'aile où se réunissait son cercle de bien-être pour les survivants de traumatisme, tandis que Darnell se dirigeait vers la salle communautaire, où adolescents en difficulté et anciens combattants attendaient son mentorat. Les adolescents arrivèrent les premiers, 4 garçons du quartier condamnés à des travaux d'intérêt général pour des délits mineurs. Darnell avait vu bien trop d'enfants comme eux se retrouver dans des systèmes conçus pour punir plutôt que pour guérir. Il s'était donné pour mission d'en intercepter le plus grand nombre possible. André Williams est arrivé en dernier, comme d'habitude, sa grande silhouette remplissant l'embrasure de la porte. À 17 ans, André se comportait avec une intensité tranquille qui rappelait à Darnell lui-même à cet âge. « Désolé d'être en retard, monsieur C., dit André en posant soigneusement son sac photo toujours présent à côté de sa chaise. La voiture de maman ne démarrait pas, a-t-il ajouté. Tu es là maintenant, dit simplement Darnell sans jugement, sans sermon, juste une reconnaissance silencieuse. La séance était axée sur la résolution des conflits, Darnell guidant les garçons à travers des scénarios qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie. André a filmé des parties de la séance, depuis des mois, il documentait des entretiens avec des vétérans locaux, reconstituant ce qu'il appelait un « projet d'histoire vivante ». Plus tard, à l'arrivée des vétérans hommes et femmes ayant servi dans des conflits allant du Vietnam à l'Afghanistan, Darnell a changé de rôle, passant du rôle de mentor à celui de père. Dans cette pièce, il n'était qu'un soldat parmi d'autres cherchant la paix après le chaos de la guerre. Une fois les séances terminées, Darnell et Angela rentrèrent chez eux côte à côte, le soleil de l'après-midi leur réchauffant le dos. « Je pense que Marissa est peut-être enfin prête à parler de ce qui s'est passé », dit doucement Angela, faisant référence à une femme de son groupe de traumatologie. Elle est restée après aujourd'hui et nous a demandé si nous pouvions prendre un café, a ajouté Angela, une note d'espoir dans la voix. Darnell hocha la tête, comprenant parfaitement l'importance de ce petit pas. Angela travaillait patiemment avec Marissa depuis des mois. C'est bien. Petit pas. Angela ralentit soudainement son pas, jetant un coup d'œil vers la rue. Ce SUV noir est de retour, dit-elle doucement, en désignant d'un signe de tête un véhicule garé à mi-chemin de leur pâté de maison. Darnell suivit son regard. Le SUV était immobile, silencieux, ses vitres teintées reflétant la lumière de l'après-midi, moteur éteint, mais il n'avait pas bougé. C'est indéniable. Probablement rien, dit-il en lui serrant la main pour la rassurer. Il pourrait s'agir de nouveaux voisins qui rendent visite à quelqu'un, a-t-il ajouté. C'est là depuis 3 jours d'affilée, Darnell. Au même endroit. Personne ne sort. Personne n'entre. Il lui offrit un demi-sourire, même s'il n'atteignit pas ses yeux. Et maintenant, qui voit des menaces partout? De retour chez eux, Angela s'occupa des préparatifs du dîner, tandis que Darnell se retirait dans son petit bureau. Une fois seul, le calme qu'il portait comme une armure s'évanouit. Il a sorti les images de la caméra de sécurité de la semaine dernière, les yeux plissés alors qu'il cherchait le SUV. Et voilà, mardi, mercredi, jeudi. Toujours à la même heure, toujours exactement 47 minutes. Un œuf froid se serra dans l'estomac de Darnell. Les coïncidences ne suivent pas les horaires. Plus tard dans la soirée, tandis qu'Angela lisait tranquillement au lit, Darnell prétendit qu'il avait besoin d'aller chercher du lait pour le café du matin et s'éclipsa, conduisant vers le Louest dîner à la périphérie de la ville, seul avec ses pensées et le poids croissant des secrets cachés au plus profond de son plancher. Dans le coin sombre du box du fond, Martin Geller attendait patiemment, l'avocat chevronné des droits civiques que Darnell connaissait et en qui il avait confiance depuis de nombreuses années. Malgré la chaleur de la voix de Martin lorsqu'il l'accueillit, son regard trahissait un malaise plus profond et plus sombre. « Tu as bonne mine, Darnell » dit Martin avec un sourire forcé, bien que la tension derrière son regard suggérait le contraire. Darnell alla droit au but. « Épargne-moi les politesses, Martin. Que se passe-t-il » Sans un mot, Martin glissa vers lui un épais dossier sur la table en bois abîmé. Son poids semblait contenir un avertissement tacite. « Votre nom a été signalé, il apparaît sur plusieurs listes de surveillance, expliqua Martin d'une voix calme. Ce recours collectif des anciens combattants que vous avez contribué à lancer fait des vagues, et certains intérêts puissants n'apprécient pas les vagues.
Darnel ouvrit le dossier et parcourut rapidement son contenu, des documents d'apparence officielle parsemés de noms surlignés, de notes sur des personnes d'intérêt et de mentions troublantes de troubles intérieurs potentiels. Est-ce à propos des essais cliniques, demanda Darnel d'une voix ferme mais sèche. Martin hocha lentement la tête. Le ministère de la Défense n'est pas ravi d'être traîné en justice par ceux-là même qui lui ont servi de cobaye, surtout maintenant que ces hommes s'organisent et réclament justice. Nous ne cherchons pas la bagarre, a déclaré Darnel avec fermeté. Juste de la reconnaissance et des soins médicaux pour les effets secondaires que nous avons subis. Martin le corrigea d'un regard entendu. C'est la responsabilité qui compte vraiment, et c'est une voie bien plus périlleuse. Il reprit le dossier et se pencha. Soyez prudent, Darnel. Des choses bougent autour de votre dossier. Vous êtes surveillé. L'après-midi suivant, André est passé, pratiquement bourdonnant d'excitation alors qu'il tirait une chaise à côté de Darnel sur le porche. J'ai finalement réussi à convaincre Monsieur Wilson de parler de Fallujah, annonça André, les mots sortant comme s'il avait à peine eu le temps de reprendre son souffle. Il a fièrement disposé sa collection de médailles et de souvenirs sur la table, témoins d'histoires longtemps enfouies mais qui font maintenant surface. Ensemble, ils ont regardé les images de l'interview sur l'ordinateur portable d'André. La capacité innée du garçon à extorquer des vérités cachées à des témoins réticents était claire dans chaque image. Tu as un vrai don, dit Darnel en posant une main sur l'épaule d'André. Tu écoutes sans insister, et c'est ça qui fait toute la différence. L'expression d'André devint sérieuse lorsqu'il leva les yeux. J'ai appris de vous, monsieur C. La plupart des adultes voient les enfants comme nous comme des problèmes à résoudre. Mais vous voyez des gens. Leur moment de silence fut brisé par le lent roulement d'une voiture de patrouille dans la rue. L'agente Sarah Klein leur jeta un bref coup d'œil avant de poursuivre sa route, son regard se croisant un instant dans celui de Darnel. Plus tard dans la journée, au commissariat, Sarah était assise, les yeux fixés sur une enveloppe mystérieusement apparue sur son bureau. Pas d'adresse de retour. Pas de mention officielle, seulement son nom et un, confidentiel, en gras et rouge. À l'intérieur se trouvait une photo de Darnell Carter et un profil d'une seule page le qualifiant de « menace intérieure potentielle », avec l'ordre d'observer et de signaler. Sarah était bouleversée. Elle connaissait Darnell depuis des années, il était bénévole lors d'événements communautaires et participait au programme de sensibilisation de la police. Il avait aidé son neveu à se remettre d'une mauvaise passe. L'idée qu'il soit dangereux lui semblait fondamentalement fausse. Pourtant, les ordres étaient les ordres. Avec un soupir conflictuel, elle fourra l'enveloppe au fond du tiroir de son bureau, le poids du doute pesant sur sa conscience. Pendant ce temps, Angela était assise devant son ordinateur, la frustration se lisant sur chaque trait de son visage. L'écran était vide, complètement effacé. 5 années de dossiers d'associations, de listes de donateurs, de résultats de programmes et de demandes de subventions avaient disparu sans laisser de traces. Je ne comprends pas, a dit Angela au support technique au téléphone. J'avais des sauvegardes dans le cloud. Comment toutes ces données ont-elles pu disparaître comme ça? Madame, d'après nos journaux, les fichiers ont été supprimés localement, sur votre ordinateur, a répondu le technicien. De plus, toutes les sauvegardes ont été systématiquement effacées en 2 heures la nuit dernière. C'est impossible. Je dormais. Personne d'autre n'a mes mots de passe. Quelqu'un avec des compétences avancées pourrait contourner ces protections, dit prudemment le technicien. Avez-vous envisagé de porter plainte? Après la fin de l'appel, Angela se tenait près de la fenêtre, contemplant la rue calme avec un nouveau malaise. Ils avaient mené une vie simple et pleine de sens, dévouée à leur communauté. Pourquoi vouloir saboter cela maintenant? Cette nuit-là, Darnell s'agitait sans cesse, pris dans un cauchemar qui tenait plus du souvenir que du rêve. La chaleur étouffante du désert. Le convoi s'arrêtait. Des coups de feu soudains. Son unité était censée être un renfort lors d'une patrouille de routine, mais ils étaient tombés sur quelque chose de bien plus sinistre. Des entrepreneurs privés anonymes. Des civils alignés comme du bétail. Des exécutions menées avec une efficacité effrayante. Un commandant s'emparant d'un ordinateur portable juste avant que le chaos n'éclate. Darnell avait agi rapidement, il avait copié les fichiers et caché la clé USB sous une formation rocheuse caractéristique, inscrivant les coordonnées GPS dans une note codée que lui seul pouvait déchiffrer. Ses mains tremblaient, mais son esprit était d'une lucidité fulgurante. S'il est mort, quelqu'un devait connaître la vérité. Il se réveilla en haletant, la sueur sur son front refroidie par les mains douces d'Angela sur ses épaules.
Sa voix, douce mais pleine d'inquiétude, le ramena au présent. Le même rêve, murmura-t-elle. Ce n'était pas un rêve, dit-il doucement. Ça n'a jamais été un rêve. Le lendemain matin, un homme portant l'uniforme d'un employé de la ville a frappé à leur porte, un presse-papier à la main. Inspection de routine, annonça-t-il lorsque Darnell répondit. Nous avons reçu des signalements de possibles infractions au zonage dans ce secteur. Darnell observa le visage de l'homme, l'absence d'un signe officiel de la ville sur le véhicule, les bottes étrangement neuves, la façon dont ses yeux balayaient l'intérieur de la maison avec un regard exercé et calculateur. Je n'étais au courant d'aucune violation, dit Darnell d'un ton neutre, en s'avançant dans l'embrasure de la porte pour bloquer toute entrée supplémentaire. C'est pour ça que je suis là, pour vérifier, dit l'homme, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Je ne voudrais pas vous causer de problème. Darnell a reconnu la menace à peine voilée. Notre propriété n'a pas changé depuis 20 ans, aucune infraction, aucun agrandissement. Les choses changent, monsieur Carter. La réglementation est mise à jour. Mieux vaut rester en conformité. Il tendit une carte. Je reviendrai la semaine prochaine pour une inspection plus approfondie. Cette nuit-là, après qu'Angela soit allée se coucher, Darnell vérifia une dernière fois le système de sécurité. Toutes les alertes de mouvement des 48 dernières heures avaient mystérieusement disparu, effacées malgré le système entièrement armé. Sur le porche, il fixait l'obscurité, avec la sensation effrayante d'yeux invisibles qu'il observait de quelque part dans le quartier calme. Ça commence, murmura-t-il dans sa barbe, les mots persistant comme une prière ou une malédiction. Il verrouilla la porte derrière lui d'un clic sec et résolu. Un instant de violence pouvait tout briser, laissant derrière lui des séquelles à vie. 4 longs jours s'écoulèrent dans un suspense angoissant. Le SUV noir garé ouvertement dans leur rue disparut, bien que Darnell l'ait repéré à 2 reprises, rôdant dans d'autres parties du quartier. Le prétendu inspecteur des codes n'est jamais revenu. Même l'agent Glenn, autrefois amical et familier, semblait désormais éviter leurs saluts habituels lorsque sa voiture de patrouille passait. Angela le remarqua également. Quelque chose arrive, dit-elle doucement pendant le dîner, les yeux embués d'appréhension. Je le sens. Darnell ne pouvait pas discuter. 2 décennies de service militaire l'avaient entraîné à reconnaître l'atmosphère précédant une embuscade, ce calme électrique qui picotait la peau et serrait la poitrine. Ce soir-là, ils se couchèrent tôt, feignant tous 2 l'épuisement tandis que leurs pensées s'emballaient. Angela finit par s'endormir vers minuit, sa respiration s'installant à un rythme régulier que Darnell connaissait comme son propre rythme cardiaque après toutes ces années. Il était allongé éveillé à côté d'elle, chaque craquement de la vieille maison amplifié dans le silence. À 4h17 précise, un son ténu parvint à ses oreilles, le craquement synchronisé et délibéré de bottes sur l'herbe. Trop nombreux pour être une coïncidence. Trop organisé pour n'être qu'une approche orchestrée. Darnell se glissa discrètement hors du lit, prenant soin de ne pas déranger Angela. Elle se dirigea silencieusement vers la fenêtre, regardant par une fente des rideaux. À l'extérieur, des silhouettes sombres en tenue tactique entouraient la maison, leur équipement scintillant froidement sous les lampadaires. Sa première pensée n'était pas la peur. C'était un calcul. Le timing était précis, il faisait encore assez sombre pour désorienter les voisins, mais suffisamment tard pour éviter les témoins. Une décision tactique. Une précision militaire. D'un pas rapide, Darnell enfila un pantalon et un t-shirt, attrapant sa canne pour traverser le couloir. Sa vieille blessure au genou le ralentissait, mais la détermination guidait toujours chacun de ses pas. Puis, une voix tonitruante a brisé le silence, résonnant à travers la nuit depuis un mégaphone à l'extérieur. Darnell et Angela Carter. Nous sommes une équipe d'intervention fédérale. Sortez immédiatement de chez vous, les mains visibles. La voix autoritaire retentit dans le mégaphone, aiguë et sans concession, arrachant Angela à son sommeil. Elle trébucha jusqu'à la porte de la chambre, les yeux écarquillés, embrumée par la confusion et une peur grandissante. Darnell, que se passe-t-il? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Éloigne-toi des fenêtres, ordonna Darnell d'un ton calme et résolu. Ils sont là pour moi, pas pour toi. Mais qui est là? Sa panique s'intensifia, sa voix s'éleva avec une urgence frénétique. Suis-moi. Marche exactement où je marche. Il lui prit la main doucement mais fermement, la guidant vers l'entrée de la maison. Quand on sortira, je me chargerai de la conversation. Tu restes silencieuse, compris? Darnell, tu me fais peur.
Il se tourna vers elle, comme si le temps s'était arrêté un instant entre eux. Il mémorisa chaque détail de son visage, les douces rides d'expression qui encadraient ses yeux, les fines mèches argentées qui traversaient ses cheveux noirs, la force indéniable de sa mâchoire. Si cela finissait mal, il voulait que ce soit la dernière image nette qu'il emporterait avec lui. « Fais-moi confiance, Angie. » Comme toujours. Le mégaphone crépita à nouveau, froid et impitoyable. « Vous avez 30 secondes pour obtempérer avant que nous n'entrions de force. » Darnell serra fermement la main d'Angela, les ancrant tous les deux. « Je vais ouvrir la porte. Restez derrière moi. » Ses doigts s'enroulèrent autour de la poignée, fermes et déterminés, se préparant à ce qui allait arriver. Mais avant qu'il puisse la tourner, le chaos éclata. La première grenade assourdissante s'écrasa violemment à travers la fenêtre du salon, explosant dans une explosion de lumière et un bruit assourdissant. Une seconde grenade brisa la fenêtre de la cuisine presque simultanément. Le cri d'Angela perça les bourdonnements d'oreilles de Darnell, sonnant lointain, fracturé. Il tomba à genoux, submergé par la désorientation et une peur instinctive. Sa canne s'écrasa inutilement sur le sol à côté de lui. « Angela » cria-t-il désespérément, mais la fumée et la poussière encombraient maintenant la pièce, obscurcissant sa vue. « Ne bougez pas » hurla une voix tandis que d'autres brèches explosaient autour de la maison. De lourdes bottes claquaient sur le sol, des cris stridents résonnaient, le son d'une précision tactique. À travers le chaos, il entendit la voix faible d'Angela l'appeler par son nom confuse, effrayée, à peine reconnaissable. Il essaya de se lever, de l'atteindre, mais une botte s'abattit violemment sur son dos, le forçant à retomber. « Restez à terre » ordonna un officier masqué. « Ne lui faites pas de mal » supplia Darnell, luttant contre la pression. « Elle n'est pas impliquée. » Dehors, Angela tituba sur le porche, désorientée par la commotion. Du sang coulait de son oreille, là où la force avait percé son tympan. Elle l'appela de nouveau, les bras tendus, tâtonnant à l'aveuglette dans la brume enfumée. La voix d'un officier lança un ordre qu'elle ne comprenait pas. Le monde tournoyait autour d'elle, son ouïe était endommagé, son équilibre lui faisait défaut. Elle fit un pas hésitant en avant. Soudain, l'agent déclencha un coup de taser. Les pointes s'enfoncèrent dans sa poitrine, envoyant une décharge brutale de 50 000 volts à travers son corps. Ses muscles se contractèrent violemment, son dos se cambra dans des spasmes atroces. Elle s'effondra lourdement sur le porche, ses membres se convulsant de manière incontrôlable. Darnell vit l'horreur se dérouler à travers la porte ouverte. Un rugissement rauque et guttural jaillit du plus profond de lui au mirage, mi-terreur, un son si primitif qu'il ne lui parut pas humain, même à ses propres oreilles. Avec un élan de force désespéré, il jeta l'officier au sol, le plaquant au sol, puis se précipita vers le porche. « Éloigne-toi d'elle » hurla-t-il en fonçant en avant malgré la douleur aiguë causée par son genou blessé. Un officier leva son fusil et pointa le point laser rouge droit sur la poitrine de Darnell. Le minuscule faisceau trembla, se dirigeant vers son cœur. Le temps semblait s'étirer et ralentir. 2 décennies de vérité cachée, de vigilance sans faille et de sombre certitude que ce moment pourrait arriver où tout cela distillait en une concentration acérée. Darnell s'arrêta, se tenant droit malgré la douleur brûlante, regardant droit dans la cible du pistolet. Dans le silence soudain et étouffant, il prononça 5 mots qui allaient tout changer. « J'ai le fichier Oméga. » L'effet fut immédiat et électrique. Les yeux du commandant s'écarquillèrent visiblement derrière son masque tactique. Sa main se leva brusquement, signalant aux autres de s'arrêter. « Reculez » ordonna-t-il, la voix désormais teintée d'incertitude. Dans sa radio, il siffla « Oméga, confirme-moi. » J'ai besoin d'une confirmation du protocole Oméga. Les officiers autour de Darnell reculèrent prudemment, leur confusion se lisant dans leur posture tendue. Celui qui avait pointé son fusil l'abaissa lentement, cherchant conseil sur le visage du commandant. « Monsieur » demanda-t-il doucement. La main du commandant était fermement appuyée sur son écouteur, écoutant attentivement. Son regard ne quittait pas le visage de Darnell. « Confirmé » répondit-il finalement. « Sécurisation des lieux. Équipe médicale pour la femme. Aucune arrestation. Je répète, aucune arrestation. » La formation serrée de l'unité se dissout, remplacée par une certaine incertitude. Lentement, ils commencèrent à battre en retraite, gardant leur distance, visiblement incertains de la tournure des événements. Darnell ignora les officiers et tomba à genoux près d'Angela. Ses convulsions avaient cessé, mais elle restait étrangement immobile,
le souffle court et fragile. Angela, murmura-t-il en lui serrant doucement la main. Reste avec moi. Ses yeux s'ouvrirent faiblement. Darnell, que se passe-t-il, murmura-t-elle. Tout ira bien, promit-il, même s'il n'était pas sûr que ces mots soient la vérité ou simplement un espoir désespéré. De l'autre côté de la rue, les lumières des maisons voisines clignotaient. Des visages apparurent aux fenêtres, attirés par le tumulte. Quelqu'un prit son téléphone pour enregistrer, partiellement caché derrière une voiture garée en André, leur ami de longue date et témoin, capturait chaque instant. L'équipe tactique s'est réorganisée, l'urgence remplaçant leur priorité initiale. Désormais, leur priorité était de contrôler l'audience croissante plutôt que Darnell lui-même. 2 médecins sont arrivés avec une civière. Il faut l'emmener pour une évaluation, dit l'un d'eux à Darnell. Je viens avec elle. Il jeta un coup d'œil au commandant, qui hocha brièvement la tête. Laissez-le nous suivre. Tandis qu'Angela était délicatement hissée sur la civière, Darnell aperçut l'agent Sarah Klein arriver dans sa voiture de patrouille. Le choc se lisait profondément sur son visage tandis qu'elle contemplait la scène chaotique. Le commandant s'est approché de Darnell tranquillement alors qu'Angela était attachée dans l'ambulance. Ce n'est pas fini, dit-il d'une voix suffisamment basse pour que seul Darnell l'entende. Tu comprends ce que tu as fait? Darnell soutint son regard avec constance, sans broncher. Je comprends ce que tu as fait. C'est le but. Une lueur de respect où était ceux de la peur? Passa sur le visage du commandant avant qu'il ne se détourne. Dans l'ambulance, serrant la main d'Angela tandis que les sirènes hurlaient, l'esprit de Darnell s'emballait. 20 ans de silence brisé par 5 mots. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Angela remua légèrement, ses yeux trouvant les siens dans la lumière faible et tremblante. Pourquoi, murmura-t-elle, la voix faible et fragile. Chut, la rassura-t-il doucement. Repose-toi maintenant. Je t'expliquerai tout quand tu seras plus forte. Sa légère pression sur sa main était un geste de confiance fragile qui lui brisa le cœur. Pendant toutes ces années, il l'avait protégée en la gardant dans l'ignorance. Cette protection avait disparu. À l'hôpital, ils furent immédiatement séparés. Une infirmière dirigea Darnell vers une salle d'attente stérile tandis qu'Angela était emmenée pour des examens de routine. Les heures passèrent sans nouvelles. Lorsqu'il pressa le poste de l'infirmière pour obtenir des informations, on lui répondit seulement qu'Angela était stable et sous observation. Je veux la voir, exigea Darnell. Ordre du médecin, dit doucement l'infirmière en évitant son regard. Pas de visite avant la fin de l'évaluation. Il reconnut immédiatement l'obstruction. S'installant dans le fauteuil dur de la salle d'attente, il se prépara. Ce n'était que le début. Vers minuit, alors que la salle d'attente se vidait à l'exception de lui, une infirmière qu'il n'avait jamais vue auparavant s'approcha discrètement. « Votre femme est dans la chambre 307, murmura-t-elle en faisant semblant de ranger des magazines sur une table voisine. Ils nous ont dit de ne pas vous contacter. Quelqu'un de plus haut placé. Darnell hocha la tête, la gratitude illuminant son visage. Il se dirigea rapidement vers l'ascenseur avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Le 3e étage était plus calme que les urgences, faiblement éclairé et silencieux. Il trouva la chambre 307 et s'y glissa. Angela dormait paisiblement, une perfusion dans le bras et des moniteurs émettant un léger bip à proximité. Bien que son visage paraisse calme, des marques rouges de colère marquaient les points d'impact des pointes du tasé, visibles au-dessus de sa blouse d'hôpital. Darnell s'enfonça dans la chaise à côté de son lit, lui prenant la main avec une tendresse née d'un amour profond et d'un chagrin. Elle remua mais ne se réveilla pas. « Je suis désolé », murmura-t-il, le poids de tout cela l'écrasant. Un léger coup frappa le silence fragile. Tendu, Darnell s'attendait à ce que la sécurité de l'hôpital le fasse sortir. Mais un homme noir d'un certain âge, vêtu d'une tenue d'aumônier, entra discrètement et referma la porte derrière lui. « L'esprit nous apporte du réconfort dans nos heures les plus sombres », a déclaré l'aumônier d'une voix basse mais claire. La reconnaissance s'est faite lentement. Reggie. Reggie Monroe, buriné par 20 ans et plus grisonnant que lorsqu'ils servaient ensemble, fit un léger signe de tête. « Ça fait longtemps, mon frère. Comment as-tu? Ils t'ont trouvé parce qu'ils savent que tu l'as toujours, interrompit Reggie, assis à côté de Darnell. Prononcer son nom à voix haute était soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que tu aies faite. Ça a marché, non? Pour l'instant. Les yeux de Reggie se posèrent sur la porte, puis revinrent.
Mais vous devez disparaître. Tous les deux. Dès qu'elle sera stable. J'ai fini de courir, Reggie. Alors tu ferais mieux d'être prêt pour ce qui va arriver. Il pressa quelque chose de lourd et de froid dans la paume de Darnell, une clé. Un box de stockage à votre nom. Payé pour 20 ans. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin s'y trouve. Reggie se leva et fit un dernier signe de tête. Je n'ai jamais été ici. Après le départ de Reggie, Darnell resta assis à regarder Angela respirer, la clé lourde dans sa main. L'aube s'est glissée par la fenêtre de l'hôpital avant qu'il ne parte enfin, embrassant le front d'Angela et promettant de revenir. De retour chez lui, les suites du raid étaient étrangement immaculées, fenêtres remplacées, débris déblayés, comme si aucune violence n'avait jamais rompu le silence. Seuls les regards méfiants des voisins, tandis qu'ils marchaient sur le chemin, trahissaient la vérité. À l'intérieur, Darnell se dirigea directement vers sa chambre. Il souleva la planche de plancher sous la table de nuit, révélant un petit coffre-fort, intact et en attente. Soit il l'avait manqué, soit on leur avait ordonné de le laisser après qu'il eut mentionné Omega. La boîte métallique s'ouvrit avec une clé qu'il portait depuis 20 ans. À l'intérieur se trouvait une clé USB usée, abîmée et rayée, gravée d'une lettre grecque effacée. Le dossier Omega, son assurance, son fardeau, sa vérité. Darnell referma fermement sa main autour de lui, sachant qu'après 2 décennies de silence, la vraie bataille ne faisait que commencer. Lorsque la fumée se dissipe, la chasse commence. 3 jours plus tard, Angela sortait de l'hôpital. Le diagnostic officiel était un traumatisme neuroélectrique. Mais la neurologue interne avait jeté un coup d'œil nerveux vers la porte en expliquant les symptômes inhabituels à Darnell. Ce ne sont pas les effets secondaires habituels d'un TASE standard, dit-elle doucement. Les tremblements, les pertes de connaissance, cela suggère une tension plus élevée ou une exposition prolongée. Alors que Darnell aidait Angela à monter les marches du porche de leur maison, il remarqua que sa main tremblait dans la sienne. Elle avait déjà subi 2 brèves pertes de connaissance à l'hôpital, chacune d'elles n'ayant duré que quelques secondes, mais l'ayant laissée secouée et effrayée. À la maison, murmura Angela, s'arrêtant sur le seuil, le poids de ce qui les attendait s'installant lourdement entre elles. Son regard parcourut lentement la pièce, s'attardant sur les fenêtres fraîchement installées et les murs lisses et impeccables, fraîchement repeints par-dessus les traces de brûlures laissées par les grenades assourdissantes. C'était comme si quelqu'un avait tenté d'effacer toute trace de cette intrusion violente, d'en effacer le souvenir. Ils ont essayé de tout effacer, murmura-t-elle, un mélange de tristesse et de défi dans la voix. Darnell s'approcha d'elle, d'un ton posé, tandis qu'il la guidait vers le salon. On ne peut pas effacer ce qui compte vraiment, dit-il doucement, le regard fixe. La pièce était impeccable, presque troublante. Les meubles avaient été légèrement déplacés, leur disposition était tout à fait différente de celle dont Angela se souvenait. Même les photos posées sur la cheminée avaient été déplacées de quelques centimètres, un message délibéré et subtil. « Ils sont passés par ici », dit Darnell d'une voix basse mais sèche. « Ils ont touché à tes affaires. Et ils veulent que tu saches qu'ils peuvent revenir quand tu veux. » Angela s'enfonça péniblement dans son fauteuil préféré, l'épuisement pesant sur elle comme une force physique. Chaque muscle, chaque ligne de son corps exprimait la fatigue du combat, mais son regard ne trahissait aucune résignation. « Alors, tu vas me dire ce que tu as dit pour les arrêter? Quels mots ont arrêté cette tempête ?» Avant que Darnell puisse répondre, un coup sec frappa à la porte d'entrée, les faisant tous deux se raidir. Par la fenêtre, Darnell aperçut André, qui arpentait nerveusement le porche, son sac photo négligemment accroché à l'épaule comme une armure. « C'est juste André, » dit Darnell, le soulagement adoucissant sa voix. L'adolescent entra prudemment, ses yeux écarquillés rivés sur la silhouette fragile d'Angela. « Madame C, vous allez bien ?» Sa voix était brisée par une émotion brute, un mélange d'inquiétude et d'espoir. Angela parvint à esquisser un léger sourire fatigué. « Je vais mieux, ma puce. Mais, je suis rentré. » André se tourna vers Darnell, le regard impétueux tandis qu'il fouillait dans son sac. « Monsieur C, il faut absolument que vous voyiez ça. » Il sortit son appareil photo, usé mais encore fonctionnel. « Je filmais un timelapse du ciel nocturne pour un projet scolaire quand ils sont arrivés. J'ai tout pris. » Le cœur de Darnell s'accéléra. « Tout ?» André hocha la tête solennellement. « Depuis l'arrivée des camions jusqu'au moment où ils vous ont emmenés tous les deux. J'étais caché de l'autre côté de la rue, derrière le chêne des Miller. » Il connecta la caméra à son ordinateur portable,
les doigts légèrement tremblants. Regardez ça. Les images étaient d'une clarté surprenante compte tenu de l'obscurité, l'arrivée de l'équipe tactique, l'explosion des grenades assourdissantes, l'électrocution d'Angela. Mais le moment qu'André a mis en avant était celui après que Darnell ait prononcé ces 5 mots mystérieux. La caméra a filmé l'officier principal baissant son masque, son visage passant d'une maîtrise de soi féroce à un choc et une peur soudain. « Je n'ai jamais vu une équipe du SWAT reculer comme ça, » dit André doucement, les yeux toujours rivés à l'écran. « Qu'avez-vous dit, monsieur C ?» Darnell échangea un long regard avec Angela, leur question tacite se reflétant dans le regard de l'autre. Quelque chose qu'il ne s'attendait pas à entendre, répondit prudemment Darnell. Quelque chose qui les terrifie. La voix d'André baissa encore, conspiratrice. Les gens parlent. Ma vidéo n'est pas la seule. Les Wilson l'ont filmée avec leur caméra de surveillance, et Madame Peterson l'a diffusée en direct depuis son téléphone. Elle est partout sur les réseaux sociaux maintenant, avec le même hashtag. Pourquoi se sont-ils arrêtés? Angela se pencha en avant, la voix teintée d'une urgence prudente. André, tu dois faire extrêmement attention à ces images. Les gens qui sont venus ici? Ils ne respectent pas les règles. C'est pour ça que j'ai fait des copies, dit André, soudain plus sérieux que son âge. Il y en a une sur mon cloud, une chez mon cousin à Atlanta, et une autre ici. Il tendit à Darnell une petite clé USB, la main ferme. Ils ne peuvent pas toutes les effacer. Après le départ d'André, Darnell aida Angela à se coucher pour une sieste bien méritée. Il s'assit à côté d'elle, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser régulièrement, comptant chaque respiration comme si c'était leur dernier moment de paix. Son téléphone vibra brusquement à un SMS d'un numéro inconnu, vérifiez votre clôture arrière. Côté gauche. 20 minutes. 19 minutes plus tard, Darnell ouvrit discrètement le portail arrière et trouva l'agent Sarah Klein qui l'attendait dans la ruelle, habillée de façon décontractée, sans voiture de patrouille en vue. Son regard était perçant, méfiant. « Je ne devrais pas être là, » dit-elle sans préambule, d'une voix basse et pressante. « Mais tu es là. » Sarah jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. « Ce raid, il y a quelque chose de grave. » L'ordre provenait d'une opération de la sécurité intérieure, mais quand j'ai demandé des documents, il n'y avait rien. Pas de mandat, pas de registre d'opération, pas même de rapport d'incident. Tu risques gros en me disant ça, observa Darnell avec précaution. J'ai juré de protéger les gens, pas de les anéantir au cœur de la nuit. La main de Sarah passa dans ses cheveux, la frustration et la peur se mêlant dans ses yeux. Que as-tu dit pour les faire reculer? Darnell étudia son visage, pesant la confiance et la prudence. J'ai mentionné quelque chose qu'ils croyaient caché. Quelque chose qu'ils craignent de voir éclater au grand jour. Est-ce quelque chose dont je devrais avoir peur aussi, demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Cela dépend de ce que vous croyez que ce pays est censé être, répondit doucement Darnell. De retour à l'intérieur, Angela s'agrippait au comptoir de la cuisine, un nouveau tremblement la parcourant. Ça empire, dit-elle, la frustration perçant dans sa voix. Ne me dites pas que c'est normal. Nous trouverons de meilleurs médecins, promit Darnell en l'installant confortablement. Mais plus que ça, nous avons besoin de réponses. Ses yeux se posèrent sur les siens avec une détermination farouche malgré la fatigue. J'étais là, Darnell. Au Nevada. Je t'ai vu enterrer quelque chose dans le désert pendant ce que tu appelais ta phase de stress post-traumatique. Je n'ai jamais posé de questions, je pensais que tu avais besoin d'espace. Mais il ne s'agit pas seulement de la guerre, n'est-ce pas? Le poids de 2 décennies de secrets pesait sur eux. Non, dit-il finalement à voix basse. Ça n'a jamais été le cas. Avant qu'il puisse en dire plus, la porte frappa à nouveau. Le pasteur Wallace, un homme qu'ils connaissaient et en qui ils avaient confiance depuis 15 ans, entra et s'installa dans le salon avec la confiance naturelle d'un guide spirituel. Je pensais que je devais prendre de vos nouvelles à tous les deux, dit-il doucement. La nouvelle du raid, l'état d'Angela et la réaction de la communauté s'étaient déjà propagés dans toute la congrégation. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le pasteur Wallace se pencha vers Darnell, sa voix se réduisant à un murmure. Certains dossiers n'étaient pas censés être ouverts. Ni survivre à ceux qui les portaient. Ses yeux, habituellement chaleureux, portaient une ombre lointaine. Souviens-toi de ça, mon frère. La porte se referma doucement derrière lui avant que Darnell puisse répondre. Cette nuit-là, Angela se réveilla en hurlant,
un cauchemar comme elle n'en avait jamais connu. Darnell la serra fort dans ses bras, attendant que la terreur passe. J'ai vu des hommes en uniforme banalisé, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Ils traînaient les gens hors de chez eux. Vous avez essayé de les arrêter, mais votre voix a été réduite au silence. Darnell lui caressa les cheveux, les images obsédantes étant un sombre écho des réalités dont il avait été témoin des années auparavant. Le lendemain matin, le message de Sarah arriva, j'ai trouvé quelque chose. Mur de fer. Retrouve-moi. Dans un café tranquille, à quelques mètres de leur quartier, Sarah glissa un dossier sur la table. Iron Wall, dit-elle doucement. Une entreprise militaire privée, autrefois sous la tutelle du Pentagone pendant la guerre, aujourd'hui privatisée, mais toujours étroitement liée au gouvernement. Darnell parcourut les documents, les noms et les comptes rendus d'opération. Où as-tu trouvé ça? Un ami ayant accès aux archives numériques. Le regard de Sarah se durcit. Ils sont liés à l'autorisation de perquisition. Leur PDG est Evan Stroud, ancien agent des opérations spéciales et du renseignement militaire. Ils sont spécialisés dans la résolution de problèmes pour les agences gouvernementales. Résolution de problèmes, répéta Darnell d'un ton sombre. Une façon polie de dire « nettoyage ». Peu importe ce qu'il y a dans vos dossiers, dit Sarah en se penchant, les effraie tellement qu'il ferait une descente dans une maison civile en plein jour. Darnell referma soigneusement le dossier. Merci, Sarah. Mais tu dois prendre du recul. Pour ta sécurité. Ce n'est pas comme ça que ça marche, répondit-elle d'un ton de défi. En remettant en question ce raid, j'ai franchi une limite. Je suis impliqué. Pendant que Darnell rencontrait Sarah, Angela aperçut une femme en tenue d'hôpital entrer dans le bureau du neurologue. Ses mouvements étaient trop précis, trop alertes, pas tout à fait corrects. Lorsque la réceptionniste s'éloigna, la femme fouilla dans les dossiers du bureau. Angela a subtilement sorti son téléphone, faisant semblant d'envoyer un SMS mais enregistrant secrètement. La femme a trouvé le dossier d'Angela, a rapidement pris plusieurs photos, puis l'a remise en place. Plus tard, Angela a montré les images à Darnell. Elle n'a pas été identifiée. Elle n'a pas signé. Nous devons être plus prudents, dit Darnell, l'air sombre. La voix d'Angela s'éleva avec une colère rare et féroce. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de nous cacher davantage. 20 ans, Darnell. 20 ans, tu as porté ça seul. Maintenant, il nous la porte. J'ai été agressé chez moi en essayant de te protéger. Maintenant, j'ai besoin de la vérité, pour me protéger. Les larmes lui montèrent aux yeux. Plus de secrets. Plus maintenant. La vérité pesait lourdement entre eux, dangereuse, volatile, mais absolument nécessaire. Cette nuit-là, la tension est retombée. Je veux rendre tout ça public, dit Angela fermement, assise de l'autre côté de la table de la cuisine. Les images d'André, mon dossier médical, tout. Cela fait de nous des cibles plus importantes, a soutenu Darnell. Nous sommes déjà menacés. Au moins, les gens poseront des questions si quelque chose arrive. Darnell serra les poings. Ou ils feront taire ces questions, comme ils l'ont déjà fait. Il nous faut d'abord un moyen de pression. Le dossier Oméga ne suffit pas, c'est une assurance, pas une arme. Il croisa son regard. Pas encore. Leur débat houleux fut interrompu par un texto d'André, j'ai besoin de te voir. J'amène un ami. Important. 1 heure plus tard, André est arrivé avec un adolescent grand et dégingandé que Darnell a immédiatement reconnu, Elia Taylor, un prodige de l'informatique qui avait remporté la foire scientifique de l'État avec un algorithme de cryptage fait maison. Ellie peut t'aider, dit simplement André. Elia semblait nerveux mais résolu. André m'a montré ce qui s'est passé. Ce qu'ils ont fait à Madame Carter. Il ouvrit son ordinateur portable. Je veux aider à déchiffrer ce qu'il y a sur ce disque.